pense que le domaine de la vidéo va prendre de plus en plus de place. Euh, non pas parce que nous voulons oublier les livres et nous voulons oublier les supports matériels, mais parce que ça va souvent être des façons de ramener les gens, de ramener tant les profs comme les parents, comme les élèves, vers le monde du livre. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Emmanuel, Bonjour. bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je suis très heureux de venir tourner ici au sein des locaux de Click Clack à Bogota. Merci d'être venu, d'avoir pensé à nous. Je vais te laisser te présenter pour ce nouvel épisode, te laisser nous expliquer d'où tu viens, tes origines, résumer rapidement ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. Très bien. Je m'appelle Emmanuel Neissa, je suis franco-colombien, donc je suis né en Colombie il y a 39 ans et fille d'une mère française, d'un père colombien. Donc j'ai fait mes études dans le lycée français ici à Bogota. Et après, je suis parti faire mes études en France. Euh, je suis parti à Poitiers dans un cycle libre américain de Sciences Po Paris. Ok. Et je suis resté 2 ans là-bas. On nous avait dit qu'il fallait, en fait, apprendre une autre langue quand on était là-bas et donc j'ai appris le portugais. Je suis parti au Brésil, pour faire un échange universitaire, à Rio. Donc j'ai passé 1 an, quand j'avais 21 ans, à Rio. Puis je suis rentré à Paris pour faire un master. J'ai fait un master en communication, donc à Sciences Po et j'ai fait 1 année de césure. J'ai eu envie de partir de Paris, 1 an après être là-bas. Je suis parti en Inde. Heu, Ma sœur habitait là-bas à l'époque. J'ai fait des stages en Inde, après à New York et je suis rentré à Paris finir mes études. Puis, très vite, j'ai voulu repartir et j'ai fini en Afrique. Ouais. Mon premier travail, j'ai travaillé dans le monde de l'énergie. Donc, je faisais de l'analyse, d'investissement dans le monde de l'énergie, dans le monde du gaz, du pétrole, ce qui m'a emmené au Mozambique, en Angola et au Ghana, où j'ai vécu, presque 4 ans, en Afrique. Puis après, je suis rentré, à Bogota après être, resté 10 ans à l'étranger, heu, monté, Click Clack, qui est une, boîte qui travaille dans le domaine de l'éducation. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard, ce qu'on fait, mais, basiquement, on est, des gens qui ont voyagé dans le monde, qui étaient assez curieux de comment est-ce qu'on peut naviguer, la complexité un peu qui nous entoure, comment aborder des sujets sur l'environnement, sur le climat, sur la citoyenneté, sur la sexualité, sur, l'approche de l'autre, sur, la technologie et un peu comment est-ce que l'éducation pouvait se rapprocher un peu de ce monde qui avance, tellement vite. Et depuis 13 ans, je co-dirige, Click Clack avec ma sœur et puis nous voici. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure, l'aventure Click Clack? Parce que tu l'as très bien expliqué, tu as commencé ta carrière dans le monde de l'oil and gas en Afrique. Comment est-ce qu'on passe, du monde de l'oil and gas, à le monde de la l'EdTech, on va dire, l'apprentissage, la pédagogie? J'ai grandi dans une maison où ma mère, elle a été professeure. Elle a fait une carrière comme professeure, donc j'ai tout le temps été, j'ai grandi avec quelqu'un qui préparait, tout le temps ses cours et qui les préparait, en écoutant de la musique, en regardant des films, en lisant des livres et quelqu'un de très curieux et un peu, c'est comment utiliser justement les arts, et la pédagogie pour se poser des questions sur le monde. Quand je suis sorti de l'université, un peu comme beaucoup, je savais pas trop quoi faire et l'idée du voyage, c'était ce qui m'intéressait le plus et ce qui m'a emmené à voyager, le plus loin et le plus varié, ça a été ce travail. Mais pendant que je voyageais, j'ai tout le temps,
j'ai eu une double identité. Je faisais mon travail d'oil and gas, mais j'ai fait un blog sur la musique africaine heu, pendant tout mon séjour en Afrique et heu, je me suis tout le temps posé des questions sur la culture, sur la musique, tout le temps été intéressé par d'autres choses et après 4 ans, je me suis dit: «Il faut changer». Il y a ma sœur qui m'a invité faire ce projet. On a démarré avec un livre. On faisait à l'époque, on éditait un livre qui s'appelle «La conférence des oiseaux». C'est un poème perse du XIIe siècle qu'on a adapté pour enfants et ce livre, petit à petit, nous a emmenés à faire d'autres livres, à explorer d'autres langages, dans la vidéo, dans la radio, dans la musique et tout, pour pouvoir, aider genre les parents, les profs à expliquer le monde, aux plus jeunes. Vos activités aujourd'hui, ce que tu l'as dit, c'est parti de l'histoire d'un livre. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, ces activités de Clic-Clac? Ouais. En ce moment, nous sommes une agence transmédia, une agence de contenu pédagogique transmédia. Donc, nous créons des contenus, que ce soit des livres, que ce soit des programmes radio, des vidéos, des plateformes digitales, des jeux et sur 5 thèmes essentiels. Nous faisons sur la citoyenneté, faisons sur l'environnement, faisons sur la technologie, sur l'éducation sexuelle et sur le monde socio-émotionnel. Donc c'est les 5 grands thèmes à travers lesquels on navigue. Puis, donc on a plus de 30 livres, qu'on a édités, plus de 40 programmes radio, et depuis quelques années, nous sommes devenus non seulement un laboratoire de création de contenu, mais aussi nous accompagnons, des projets éducatifs dans plusieurs régions de la Colombie et maintenant de l'Amérique latine. Donc nous allons à la rencontre de professeurs, et d'écoles, surtout dans des environnements ruraux, pour pouvoir, non seulement transmettre des méthodologies, mais aussi pouvoir construire, depuis là-bas. Nous avons travaillé pendant les dernières années surtout dans des zones ce qu'on appelle, education in emergencies, c'est-à-dire de l'éducation dans des contextes de crise, donc dans des contextes, en Colombie de conflits armés, dans des contextes de désastres naturels, dans des contextes de migration et nous nous posons la question et nous essayons de la résoudre, de comment faire pour que les systèmes éducatifs puissent, répondre à ces crises successives, mais en même temps être, utiles. Mmh. Et pouvoir faire que les plus jeunes puissent, avoir du sens dans ce qui s'explore dans un salon de cours et pouvoir, et que ça les aide à prendre des meilleures décisions et un peu à comprendre, comme j'avais dit, le monde complexe dans lequel on navigue. Tu dis, on a un laboratoire éducatif. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer l'approche pédagogique que vous avez? Parce que c'est pas toujours évident d'aller, faire de la pédagogie dans ces environnements, où il y a suite à une catastrophe naturelle, où il y a des conflits armés. Comment est-ce que vous faites? Nous sommes une équipe très variée. Donc, nous venons pas directement, ma sœur et moi, du monde de l'éducation, bien que nous nous sommes posés tout le temps des questions. Nous avons grandi dans cet environnement. Elle est économiste. Moi, je fais de la science politique. Donc, nous sommes une équipe de maintenant 20 personnes qui, depuis le design, depuis la philosophie, depuis l'économie, depuis la musique, nous nous posons des questions sur l'éducation. Donc, notre approche, c'est une approche très transversale. C'est une approche interdisciplinaire qui nous permet de raconter des histoires qui sont des métaphores de ce que nous sommes. Donc, vraiment, ce que nous sommes, c'est nous mélangeons l'éducation et l'entertainment. Nous créons des univers narratifs qui nous permettent de nous poser des questions sur, ces thèmes et c'est donc, à travers, par exemple, un univers comme l'Aldea, c'est la traduction du village,
en français. Ça, c'est un de vos fameux programmes. Ouais, Enfin, c'est un des c'est un beau pro programme et c'est un univers de fantasy, en fait, peuplé d'animaux latino-américains, mais qui sont des archétypes des personnalités que nous voyons, au quotidien, dans le journal, dans notre communauté, dans notre famille et donc ce qui arrive à cet univers, d'animaux, c'est une métaphore de ce qui nous arrive à nous. Donc cet univers nous permet de parler de la migration, du conflit, de la justice, de la vérité, de l'amitié, de la peur et à travers se raconter ces histoires sur multiples plateformes, nous donnons, des façons de les explorer aux profs et aux parents pour pouvoir justement nous questionner sur le monde, sur les relations humaines, sur, la façon comment s'organise une société Mmh. et mais tout en essayant de pouvoir, privilégier, hem la fantaisie, l'imagination et au service de la réflexion, un peu sur le monde. OK. Quelles sont les clés de l'apprentissage, selon toi? C'est la curiosité, c'est peut-être ne pas, savoir quelles sont les limites de notre connaissance et pour et tout le temps savoir qu'il y a quelque chose d'autre, en dehors de ce qu'on sait, et c'est cette curiosité qui permet que chacun puisse, explorer ce qui lui plaît, comprendre qui il est, explorer ce qui lui plaît et je pense que de plus en plus, nous sommes dans un monde où il y a tellement d'offres, d'expériences, de contenus, qu'il est de plus en plus important de pouvoir, autonomiser les personnes par rapport à leur propre curiosité, qu'ils puissent, créer leur propre parcours, leur propre Mmh. chemin, de connaissance, d'exploration du monde et cette curiosité, c'est ce qui permet, d'être autonome à la fin. De ne pas dépendre, des autres, mais de pouvoir se forger sa propre idée du monde, à travers ses propres passions. J'ai vu que vous travaillez notamment sur la pédagogie de la paix. Alors on tourne, le podcast actuellement en janvier, 2024. Il y a quelques événements en ce moment en Colombie, qui sont assez dramatiques. Comment est-ce que tu fais dans ce pays où il y a des tensions permanentes, et des conflits armés pour travailler sur la pédagogie de la paix? En fait, la Colombie est un pays qui, il y a 60 ans, c'est un pays en conflit et c'est un pays qui a de profondes divisions et qui s'exacerbe encore plus maintenant avec, le thème des réseaux sociaux. Je pense que les thèmes des divisions, elles sont de plus en plus visibles, de plus en plus palpables, heu, partout, heu, d'où la nécessité de pouvoir trouver des refuges de conversation, des refuges ou des zones où des parties de la société qui ne se parlent pas, puissent cohabiter, puissent coexister, échanger des idées et nous avons détecté à travers les différents projets qu'on a fait que la fiction, la littérature, la fiction, les histoires, c'est ce qui permet aux gens de pouvoir, se mettre, au moins d'avoir un canal de communication, où ils peuvent échanger. Donc, sur la pédagogie de la paix, nous avons beaucoup travaillé les univers de la fable, de Mmh. la métaphore, heu, pour ne pas quand on met beaucoup de réalité dans un processus d'apprentissage ou dans un salon de classe, où le conflit armé est présent parce que le prof fait peut-être partie d'une structure armée, ou les élèves font partie de familles qui sont dans une structure armée. Ce que permet, l'univers des fables, de la métaphore, c'est de pouvoir créer un environnement, hem, protégé pour, avoir ces conversations. Puis après, ces transpositions entre ce qui se passe dans cet univers et la vie de chacun, ça reste pour chacun, mais on met pas en péril, ces populations en ouvrant des conversations qui sont difficiles d'être ouvertes. Oui. Mais, en même temps, il y a on les ouvre, c'est-à-dire ces conversations doivent arriver, mais il y a des façons de les faire. Donc nous avons trouvé que la métaphore, la fantaisie, les histoires, c'est des endroits où on se sent confortable, d'ouvrir ces conversations qui nous permettent de nous plonger dans des dilemmes très complexes, dans la vie d'autres personnages
et nous permettent un peu d'arriver un peu à cette empathie qu'on parle tout le temps dans l'éducation pour la paix, de pouvoir comprendre la position de l'autre. Donc, c'est essentiellement ce qu'on fait. C'est pour ça que je parle tout le temps de nous sommes des créateurs d'histoire, et c'est pas nouveau. De toute façon, on a tout le temps appris à travers les histoires et la pédagogie autour des narrations. Ça a tout le temps été comme ça. Et comment vous faites pour créer des liens avec les professeurs ou en local, par exemple, dans ces zones, comme à la frontière entre le Venezuela et la Colombie? Comment est-ce que vous faites pour aller justement transmettre ces fables auprès des professeurs pour que, ça soit ensuite des outils utilisés, en classe? Nous avons été pendant 5 ans un des opérateurs d'éducation d'UNICEF. D'accord. Donc, surtout, c'est une organisation comme UNICEF qui nous a ouvert les portes pour pouvoir arriver à ces différentes régions où beaucoup d'entre elles, il est impossible d'y aller par ses propres moyens, d'y aller tout seul. Il faut avoir un gilet humanitaire. Il faut avoir des connexions sur le territoire. Donc pendant ces 5 ans, ça nous a permis de voyager dans toute la Colombie, depuis la côte pacifique, dans les déserts de la Guajira, dans la partie nord du pays, dans la forêt amazonienne, et de pouvoir croiser ces différents contextes. De temps parler, on dit que la Colombie, on parle qu'espagnol, mais on est face beaucoup de communautés indigènes où il y a une langue propre qui est en train de se parler, et ces communautés sont submergées dans le conflit. Justement, arrivé là-bas, on a fait tout un travail de recherche d'alliés, donc avec le gouvernement national, avec la coopération internationale, donc Banque interaméricaine de développement, UNICEF, des organisations comme Save the Children, le Conseil norvégien des réfugiés. Donc nous avons fait, en plus de créer toutes ces méthodologies, nous avons créé un réseau d'organisations qui nous ouvre les portes pour pouvoir arriver dans ces territoires et pouvoir justement accompagner ces communautés scolaires qui sont délaissées par l'État. Et on fait ça maintenant en Colombie, on commence maintenant à le faire au Honduras aussi et au Mexique. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 000 enfants, pardon, qui ont été formés, je crois, avec à travers vos programmes? Plus, puisque que dans la pandémie, on en a eu presque 200 000. OK. Donc, on en est peut-être presque à 450 000 étudiants et plus de 10 000 profs qui ont utilisé nos méthodologies, la plupart d'entre eux dans des zones rurales. Si bien là, ouais, le 90% sont en Colombie. Depuis il y a quelques années, on a commencé à travailler au Mexique, et là, au Honduras, où on travaille dans des zones où il y a des zones cafetières, où des enfants sont en risque de sortir de l'école pour aller devenir des travailleurs du café. Et donc on est en train de réfléchir avec le gouvernement du Honduras et UNICEF là-bas sur comment créer des systèmes pour que les enfants puissent finir leur scolarité, OK. et ou au moins balancer le travail et la scolarité, mais qu'ils abandonnent pas leur scolarité. Comment vous faites ça? C'est des internats que vous créez? C'est quel type de structure que vous mettez en place? On travaille avec le système d'éducation publique au Honduras, et c'est le rendre plus fort. C'est-à-dire, c'est permettre aux profs d'avoir des méthodologies qui parlent à ces enfants, que les enfants puissent aussi voir de l'utilité dans ce qui se fait dans l'école pour qu'ils veuillent y rester. Donc, on travaille aussi beaucoup sur comment on prépare aussi ces jeunes qui sont là à la vie productive. Donc, on pense beaucoup à ce pont entre ce que sont ce que c'est la formation du citoyen, puis la vie productive, pour pouvoir que l'école puisse les emmener à monter l'échelle de production du café, et à ne pas être simplement le récollecteur de café, mais aussi pouvoir penser à notre rôle dans toute la chaîne de valeur du café. Tu parlais de, quand vous intervenez en Colombie, il faut s'adapter à la culture indigène, dans ton parcours, tu as fait face à de nombreuses cultures, que ça soit en Europe,
en Afrique, ici, en Amérique du Sud. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter aux cultures à chaque fois? Plus, on connaît des gens différents, plus on se rend compte qu'on se ressemble énormément, en fait. Donc même s'il y a chacun a sa spécificité, si on est en Inde, si on est en Afrique, si on est en Colombie, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, quand même et c'est pouvoir ben, c'est sur l'humain, sur les émotions, sur, l'écoute de l'autre, où il y a beaucoup de ponts, à tendre. Heu et après c'est vraiment dans cette observation des différentes cultures, des habitudes. Là, je parlais, avant qu'on commence l'interview avec toi sur l'Argentine, sur, les habitudes des Argentins de se lever beaucoup plus tard que les Colombiens Ouais. et d'avoir un autre abordage de leur matinée, qu'ici nous sommes un peu obsédés pour, nous lever à 6 heures 7 heures du matin et avoir une vie ultra productive le matin et à ne pas profiter des matinées, un peu comme on le fait beaucoup plus dans le cône sud. Bon, dû à aussi parce que on a beaucoup moins de soleil, ici que là-bas. Mais c'est sur l'écoute, sur regarder, et sur être prêt à faire, des concessions, dans cette exploration et à ne pas rester sur ses propres idées, sur sa propre façon, d'habiter le monde, mais de pouvoir un peu les naviguer, manger d'autres choses, se réveiller à un autre moment, avoir d'autres conversations et Quels ont été les fondements de ton éducation? Parce que tu as une biculturalité, une double culture entre, la Colombie et la France. Est-ce que tu peux me partager les piliers de ton éducation qui t'ont aujourd'hui conduit à mener, ce cette ex cette expédition, on va dire, avec Clic Clac? ben, en fait, là, c'est 2 cultures qui pour moi, se complètent, 2 cultures et 2 éducations qui se complètent bien. Heu, l'éducation française très cadrée, très structurée, très, je sais pas, cartésienne, à essayer de faire un sens des choses avec une certaine structure de parties, de sous-parties, thèse, antithèse, puis quelque chose de beaucoup plus explosif, en Colombie, avec, une façon d'entamer des relations personnelles, de faire de la musique, de danser. Qui font que c'est 2 choses qui pour moi s'accompagnent assez bien. Heu, un élan d'explorer les autres, de vouloir faire des choses, comme donne beaucoup la Colombie, puis un sens un peu plus analytique peut-être comme donne mon éducation française. Heu, c'est c'est une balance, entre les 2 choses. On a parlé de culture et d'éducation. Il y a une personne qui a reçu, la même éducation que toi, c'est ta sœur. Aujourd'hui, vous avez monté, cette, entreprise ensemble. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, ce que c'est que de monter une entreprise avec sa sœur? Bon, ben, les entreprises, familiales, c'est un peu une famille à part, dans les entreprises, heu et quand on connaît tellement bien la personne avec laquelle, on monte une boîte, il y a tous les atouts qu'on peut avoir sur, s'entendre sur des points, comme aussi plein de difficultés d'avoir trop de choses mélangées, avec une même personne. Donc avec ma sœur, on se complète assez bien. Ma sœur est a une si bien c'est elle qui a eu l'idée, de monter la boîte. C'est elle qui, à travers son expérience en Inde, quand elle était directrice de Save the Children, qui a vu cette nécessité de pouvoir créer des contenus éducatifs pour des environnements en crise parce que bon, elle avait été là en train de manager notamment le tsunami, de 2004. Hem, moi, j'ai une vision un peu plus stratégique et donc elle est très centrée sur le produit. Donc sur ce qu'on fait, sur, l'esthétique, sur la façon sur, le packaging, l'esthétique, la narrative, toute la coordination du monde créatif, c'est sa tête, à elle, qui nous permet justement de pouvoir combiner ces différents savoirs et d'arriver
non seulement à faire, des produits éducatifs qui soient beaux, mais qui soient puissants. Heu, Moi, je m'occupe beaucoup plus de ce qui est la stratégie, de trouver les projets, un peu de monter, comment est-ce qu'on fait à partir de ce potentiel créatif, d'en faire une boîte. On s'est retrouvé un peu sur ces 2 façons un peu d'habiter l'entreprise, une très centrée sur le produit, l'autre très centrée sur comment est-ce qu'on en fait, un projet et et voilà donc sur le quotidien, c'est comme dans les familles, des hauts et des bas. Bien sûr. Il y avait un sujet qu'on a abordé à la première fois où on s'est eu au téléphone, c'est l'intégration des nouvelles technologies et notamment de, l'intelligence artificielle pour créer ou t'aider à développer, du contenu, par exemple, à faire évoluer tes process. Comment est-ce que vous utilisez justement, l'IA, au sein de Click-Clack aujourd'hui? Nous sommes dans un environnement créatif, donc tant avec des écrivains, avec des illustrateurs, et ce monde-là qu'on pensait qu'il n'allait pas être touché, par l'IA au début, on disait: «Le monde de la créativité, va c'est le pour l'humain va rester dans le monde de la créativité parce que le reste va pouvoir être fait par la machine». De plus en plus qu'on avance, on se rend compte que cette limite est de plus en plus, faible, heu, donc ce qu'on a commencé, c'est un peu à pouvoir explorer, la façon sur comment est-ce que l'IA peut appuyer les créatifs à faire des meilleurs brainstorming, peut-être à avoir, d'autres types d'idées, mais vraiment sur le craft en soi, sur la façon, sur le travail du produit en soi. Un bon créatif, ne se remplace pas, aussi facilement par la machine, même s'il y a beaucoup de choses surtout dans l'exploration des idées. Je pense que c'est un outil qui est extraordinaire pour ça, pour pouvoir remettre en cause aussi quelques idées qu'on a. Donc, pouvoir passer des textes par là et pouvoir dire: «Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu lis ça de cette perspective, de l'autre?» Donc je le vois beaucoup plus comme un appui à qu'un remplacement. Mmh. Après, nous avons, aussi monté notre premier bot, pour professeurs, heu, en décembre dernier. Donc nous sommes, à peine en train de commencer à le piloter et nous voyons que beaucoup de profs sont très seuls, dans leur salon de classe et c'est comment à travers, une intelligence artificielle entraînée, on peut les accompagner, leur redonner des idées, pouvoir qu'ils aient quelque part un endroit pour avoir du feedback. C'est quelque chose qu'on est en train de tester. Je ne suis pas certain du résultat, mais sur ces 2 points, sur la créativité, beaucoup plus en termes d'exploration et de questionnement des idées, beaucoup plus que de les faire et pour les profs, en tant qu'accompagnateurs. L'IA impacte aussi le métier de professeur, tu es en train d'en parler sur la façon de construire les cours, mais pour toi, à terme, comment est-ce que va évoluer le métier de professeur? Ben, le métier de professeur à la fin, il va y avoir je pense qu'on repousse tout le temps cette frontière de l'IA qui avale de plus en plus de choses qu'on pensait qui appartenaient au domaine de l'homme. Mais je pense qu'à la fin, fin, ce qui va rester, c'est l'idée de transmettre une passion et je pense que quand on a, heu, un être humain qui est passionné par les sujets qu'il explore, par sa propre curiosité, heu, par, une façon de voir le monde et qui peut transmettre, genre, ce désir de connaissance, pas de la connaissance, mais le désir de la connaissance, à ses élèves. Je pense que c'est là où les vrais profs vont faire la différence. Le reste, pouvoir structurer une session de cours, avec, des élèves, type, lambda, je pense que de plus en plus ça va être réalisable, par les machines en comment est-ce qu'on fait pour qu'ils apprennent ça, ceci,
ou un autre sujet. Mais ce thème-là de la passion, je pense que c'est quelque chose qui, encore à ce point que de ce que j'aperçois de l'IA, c'est quelque chose qui est encore réservé pour quelque temps et j'espère pour toujours, au monde des humains. Ouais, donc c'est la passion et finalement plus un rôle de coach, de mentor, De de coach, transmission. oui, et de donner l'envie de connaître, de savoir. Je pense que c'est là où un vrai prof, ou les profs qui marquent, un parcours, ils sont ça se résume souvent, à ce trait-là, à quelqu'un qui m'a donné envie de savoir plus. Et ça, je pense que c'est là où dans un métier aussi où il y a beaucoup, d'apathie, dans un métier qui devient aussi souvent ou qui par la force même de cette carrière est devenu très répétitif pour beaucoup de professeurs et donc pour beaucoup d'élèves. Je pense que ce beso c'est cette énergie, cette passion, ça va être ce qui va filtrer, les profs qui, à la fin, vont peser contre l'intelligence artificielle ou non. Parle de ta vision du métier de professeur. Quelle est ta vision pour Clic-Clac à 10 ans? Tu te projettes comment et où? Bah, ce que nous cherchons, c'est à être, un référent dans l'industrie de l'edutainment. Donc, de pouvoir produire, des contenus, heu, qui avancent à la vitesse, du monde. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde tellement changeant et le système éducatif est tellement lent, à rattraper ces conversations ou cette compréhension du monde, que nous voulons être un référent dans comment est-ce qu'on explique ce monde, changeant aux jeunes générations. Ça veut dire qu'on est, dans 10 ans, on aura une puissance de création de contenu donc beaucoup plus forte, surtout dans le domaine, de la vidéo. Je pense que le domaine de la vidéo va prendre de plus en plus de place, heu, non pas parce que nous voulons oublier les livres et nous voulons oublier les supports matériels, mais parce que ça va souvent être des façons de ramener les gens, de ramener, tant les profs comme les parents, comme les élèves vers le monde du livre. Donc il va falloir créer, cet écosystème de contenu. Puis après, je pense dans le domaine de pouvoir, faire ce travail d'accompagnement aux communautés scolaires, j'espère pouvoir avoir une équipe, heu, beaucoup plus grande et dédiée justement à pouvoir être dans ces différents territoires et à pouvoir non seulement emmener, des solutions éducatives, mais aussi les construire sur le territoire. De reconnaître, qu'il y a beaucoup de profs, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'élèves qui ont des vraies voix, des vrais projets, des vraies idées, et c'est ne pas simplement apporter des choses, mais aussi pouvoir, écouter, de plus en plus. OK. Nous voulons aussi, sortir un peu de la Colombie. Donc nous avons bien commencé par le Mexique et par le Honduras. Dans les prochaines années, on entame vraiment, une tournée dans le marché, centra-américain, où je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, ben, avec la Colombie, mais aussi, une infrastructure, éducative moins développée et donc beaucoup plus d'opportunités de pouvoir aider, appuyer, accompagner. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te guide et qui t'accompagne, dans ta vie? Ouais. Il y en a une de Jean Ionesco, qui dit: ce n'est pas la réponse qui illumine, mais c'est la question». Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, que j'essaie de faire dans ma vie, ce qu'on essaie de faire dans notre travail. Heu et et nous arrivons à un monde où aussi les réponses sont multiples, et souvent ce qu'on doit mettre l'accent, c'est sur la façon dont on aborde ces questions. Donc vraiment sur, comment poser la bonne question beaucoup plus que comment trouver la bonne réponse. J'y travaille avec le podcast et c'est pas toujours évident de trouver les bonnes questions au bon moment pour, bah, que l'invité puisse se livrer et apporter, les meilleurs apprentissages, qui sont ensuite utiles, aux auditeurs. Mais je comprends tout à fait. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, quel était-il? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, souvent on nous dit de passer vite sur les échecs.
C'est-à-dire quand on commet une erreur ou quand on affronte un échec, de vite passer pour passer à autre chose. Et quand on est dedans, ou même quand on y sort, ce qui est important, c'est de pouvoir y réfléchir, de pouvoir savoir, comment on en est arrivé là, comment est-ce qu'on va plus répéter, les mêmes erreurs qu'on a faites. Donc souvent ce besoin de penser à autre chose ou de visualiser, une autre façon de faire, ça nous ramène souvent au même échec qu'on a fait. Donc cette façon de re de rester sur l'échec au moins mentalement pendant un temps pour pouvoir visualiser. Accepter, l'apprentissage, de l'échec aussi, et Ne prendre pas le le temps de fuir, tirer les leçons, ouais. ouais, ne pas le fuir, voilà, prendre le temps. Est-ce que tu as un conseil pour une personne qui souhaite entreprendre? Qu'est-ce que tu dirais, au Emmanuel d'il y a 13 ans quand tu as lancé Clic Clac? Il y a un grand atout quand on entreprend, que c'est, qu'on ne sait pas ce qu'on doit traverser pour entreprendre. C'est quelque part, heu, conserver l'ingénuité. C'est quelque chose qui est assez, qui est important parce qu'il y a entreprendre, c'est l'apprentissage de la liberté créatrice de ce qu'on veut faire de sa vie, de ce qu'on veut faire d'un projet, mais c'est aussi, la difficulté. Et dans cette difficulté, c'est rester ingénieux, rester à croire que c'est possible. Et souvent, heu, on parle de business plan et de structurer et d'idées fortes, mais souvent la plupart, des projets d'entreprise passent par des moments où ça passe par la foi, par l'ingénuité et de là, la persévérance. Heu, mais c'est un peu garder ce temps ingénu, ce regard ingénu sur le monde, sur les choses, surtout dans un monde imprégné de surréalité où certaines choses ne sont pas possibles, où certaines choses ne peuvent pas se faire avant de faire un, deux, trois. Et souvent ce regard permet aussi de passer à travers des problèmes et de trouver de nouvelles solutions. Donc vraiment, souvent l'ingénuité est perçue comme un défaut. Et je pense que dans le monde dans lequel on est et surtout avec, les surdoses de réalisme avec les conflits et cetera, je pense que l'ingénuité, ça va devenir un super pouvoir. Merci beaucoup pour ce moment, Emmanuel. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur l'aventure Clic Clac, sur, ton aventure, en Amérique du Sud et ce que vous menez actuellement, pour, le monde de l'EdTech et l'Ed-Advertising comme tu le dis. Ça a été un super moment et de nombreux apprentissages. Ah merci, merci à toi. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de ce podcast. Au revoir.